de s'arrêter sur cette question en réalité, qui est la question que j'ai envie d'intituler ce soir, la question des super pouvoirs. Alors, je trouvais que cette image reflète bien ce que je vais essayer de vous transmettre ce soir sur la question des super pouvoirs et, quelque part, et si nous étions tous des super-héros. Alors, ça part d'un constat que l'on a tous expérimenté. C'est quelle est notre place? Est-ce que je suis bien à ma place sur Terre? Que ce soit d'un point de vue identitaire, que ce soit d'un point de vue professionnel. Est-ce que mon existence fait sens? Quelle est ma place? Quelle est ma plus-value? Moi, dans ma singularité, parce que il se peut qu'on se retrouve dans le cheminement de la vie, malgré les compétences, malgré les capacités à être efficient au travail, efficient dans la famille, mais se sentant quand même avec je dirais un sentiment d'amertume quant au est-ce que c'est vraiment ma place? Et quelque part, qu'est-ce que j'apporte vraiment aux autres? Et ça, je peux le dire de façon très décontractée. Le week-end dernier, nous étions en train de faire un atelier où on a pu identifier et révéler et mettre des mots sur le super pouvoir d'un certain nombre de participants. Et il y a un dénominateur commun depuis le temps maintenant que je fais des ateliers, soit avec Joël ou bien soit tout seul. Il y a un dénominateur commun qu'on peut retrouver comme effet que ça produit. C'est tout d'un coup, et c'est vraiment très très fort d'un point de vue émotionnel, c'est très touchant, c'est que tout d'un coup, les gens se rendent compte que ce qu'ils considéraient depuis 40 ans pour certains, depuis 50 ans pour certains, depuis 30 ans pour certains, depuis 20 ans pour certains, en fonction de l'âge à laquelle on s'intéresse à ces questions-là. Ce que l'on pensait être une faiblesse s'avère être notre plus grande force et notre plus grand pouvoir et en réalité notre super pouvoir. Et ça, c'est peut-être le dénominateur commun que l'on peut retrouver dans tous les ateliers quant au ressenti, quant à ce qui ressort des ateliers lorsque… ok. Lorsque… Le son est bon, ça? Non. Sur Zoom, hein, je pose la question sur Zoom parce que du coup, j'ai un doute là. Oui, on vous entend très bien. Le son est bon sur Zoom. Oui, on vous entend, professeur. Ok, Oui, moi je vous entends, mais je crois qu'il y en a qui ne s'entendent pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, cette question, elle revient en permanence plutôt. On se rend compte que finalement, ce qu'on considérait comme étant une faiblesse s'avère être en réalité notre plus grande force et notre plus grand pouvoir. Donc, la question de l'excellence ou la question du H2O qu'on va aborder ce soir et la question en réalité des super pouvoirs ou quelque part le fait d'être un super-héros. Touche directement à cette question de quelle est ma place, quelle est ma valeur et qu'est-ce que j'apporte au monde. Alors cette image, moi je la trouve vraiment très intéressante parce que là on voit qu'il y a une singularité, il n'y a pas un héros qui ressemble à un autre héros. Et malgré peut-être des aspects un peu ténébreux de ces héros que l'on voit à l'image, il y a malgré ces aspects un petit peu ténébreux qui, en réalité, qui sont le propre de l'humain, comme j'aime à le dire, hein, tout être humain qui n'est pas prophète est un être qui a un côté ténébreux, qui carabistouille, comme j'aime à le dire. Donc, mais malgré ce côté ténébreux qu'il ne faut pas nier, qui est une réalité ontologique, il y a cet autre élément sur lequel nous ne sommes pas assez focalisés, et sur lequel je vous propose ce soir de vous focaliser et de porter votre attention, c'est notre super pouvoir. Et ça, on va l'aborder grâce au prisme du MO2I. Alors, on va proposer une définition. Alors, il faut que je revienne ici, de ce côté-là. Donc là, je suis en… Je ne sais pas comment on appelle ça. Proposer une définition. Et cette image-là, alors cette image que vous voyez à l'écran là à l'instant, peut-être que je vais tenter de zoomer.
me paraît être une image qui reflète le mieux ce que l'on entend par l'excellence ou ce que l'on entend par le MO2I. Alors, j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif et que vous me disiez qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image qui apparaît à l'écran? On voit des animaux. Hein. Ça peut être en forme de juste de mots concept. Hein. Prédateur. Et le fait que vous partagez avec nous ce que vous voyez à l'image va nous permettre quelque part de mettre en évidence ce qu'on a envie de mettre en évidence. C'est-à-dire… La rapidité, de la vivacité. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Sportif. Alors, une course-poursuite. Un léopard et un guépard, ok. Je pense que Un duel. ça, tout le monde le voit. Un léopard et un guépard. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? La poussière. De la vitesse, notion de vitesse ici sur YouTube. On va faire un petit concours, tiens, entre YouTube et Zoom pour voir. Le désert, je pense. On dénigre un petit peu le YouTube en disant que bon, c'est du classique. On va faire un petit concours ce soir. On va voir en fonction des apports de chacun, des apports de YouTube et des apports de Zoom. Alors, sur YouTube, j'ai vitesse, puissance, fixation, objectif. Ok, fixation, objectif. À gauche, zoom, course-poursuite, attaque avec précision, capter le bon moment, prédateur, chasse. À droite, confiance, détermination. Le sable, oui. Le mouvement, ok. La force. Allez, on y va. La rapidité, la réactivité, la technique, l'instinct primaire, la stratégie, l'agilité. Une technique efficace. Le plus fort n'est pas le meilleur. Ouais, ça, c'est très intéressant. Agir au bon moment. Deux animaux à l'apogée de leur poids. Force, agilité. Donc là, je pense qu'on a peut-être mis en évidence… tout n'a pas encore été dit. Tout n'a pas encore été dit. Confiance, force, mouvement. Tout ça, on l'a dit. Efficacité. OK. Il manque des éléments. Alors, hop, on va le mettre. Dominer, proie, donc ça, sous l'envie, désert, bon, on a déjà vu. Facilité, rapidité, ok, super. Anticipation. Plaisir, oula. Il y en a qui, peut-être qui trichent, hein. Non, je ne sais pas. Ici, on a quoi? Le meilleur, la survie, ok, magnifique. La beauté du geste. Bon, là, c'est bon, on a tout. Il manque en réalité la beauté, peut-être qu'il manque effectivement un élément. Mais en réalité, effectivement. Donc, dans cette image, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir. Alors, peut-être ce qui est frappant, c'est effectivement cette notion de puissance qui est revenue à droite et à gauche. Hein, là, je dirais ex aequo parfait entre YouTube et Zoom. C'est-à-dire effectivement une puissance, une force, un instinct de survie. Et là, je vais être obligé de donner, pour l'instant, ces éléments-là, ils étaient à gauche et à droite. Une élégance, ok. Donc là, Zoom rattrape un petit peu son retard. Ce qui a été donné à droite, qui est très intéressant, c'est cette notion de beauté et à gauche la notion de plaisir. Donc, on peut voir deux animaux. Et ne nous trompons pas, nous sommes des animaux, peut-être caractérisés par des animaux sociaux, des animaux intelligents, des animaux doués de raison, des animaux qui peuvent éprouver une intelligence émotionnelle, des animaux pensants, des animaux apprenants, ce que vous voulez, mais ce qui nous détermine, c'est quand même notre côté animal, dans le sens primitif et étymologique du terme. Nous sommes des animaux. Et là, nous voyons deux animaux qui font preuve de puissance, d'élégance, de beauté. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les deux sont en mode survie. Donc, le léopard… Le léopard, bah oui, dans sa course-poursuite, dans son instinct de prédation pour attraper, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, est-ce que c'est une biche ou autre chose, mais en tout cas, pour attraper sa proie, doit
mettre en œuvre une préparation, fixer l'objectif et puis déployer une certaine puissance dans l'instant. De la même manière, sa proie, pour survivre, doit éviter l'assaut du guépard avec une puissance, une élégance. Ah, antilope, ok, autant pour moi. Une puissance, une élégance pour effectivement survivre à l'attaque du léopard. Et quand on parle en réalité d'excellence, quand on parle de MO2I, bah, c'est exactement de ça dont il s'agit. Et donc, parce qu'il faut que je fasse en même temps, ce n'est pas forcément évident. Ce qui caractérise le MO2I, c'est cette citation quelque part de Labouri qui disait « La seule raison d'être d'un être vivant, c'est d'être, c'est-à-dire c'est de maintenir sa structure. » C'est de maintenir sa structure. Et en fait, on pourrait s'arrêter là ce soir et on aurait tout dit quant à la notion d'excellence, quant à la notion de super pouvoir, quant à la notion de super-héros, quant à la notion de MO2I. Alors bien sûr, je vais aller un petit peu plus loin pour en donner un peu plus d'éléments. Mais il y a effectivement dans cette image tous les éléments qui participent de l'excellence ou du MO2I, du mode opératoire identitaire itératif. Alors, cette excellence ou ce super pouvoir est en réalité notre identité dans l'action. Et en réalité, c'est l'expression de notre identité dans l'action. Donc, ce n'est pas notre identité, parce que notre identité, elle est complexe, elle est constituée d'un certain nombre d'éléments divers et variés, qui sont liés à la culture, à la personnalité, au talent, etc. Par contre, l'excellence ou le MO2I peut être défini comme étant l'expression de notre identité dans l'action. Donc, c'est notre empreinte. C'est une empreinte, mais celle-ci, elle n'est pas digitale, c'est une empreinte de l'action. Et d'ailleurs, les premiers qui se sont intéressés à cette question du mode opératoire et de l'empreinte dans l'action sont les enquêteurs. À quel moment on sait qu'on a affaire exactement au même tueur, et de façon certaine, sans aucun doute, c'est parce que les deux meurtres ont été exécutés avec exactement le même mode opératoire. Donc, on a une empreinte digitale, d'accord, et on a une empreinte dans l'action. Alors, bien sûr, les enquêteurs n'utilisent pas le modèle que je vais vous expliciter par la suite. Ils utilisent un certain nombre de critères, mais ils arrivent à la conclusion sûre et certaine qu'ici, on a affaire à exactement la même personne. Pourquoi? Parce que on a exactement le même mode opératoire. On a exactement le même mode opératoire. J'espère que ce n'est pas parti. Hein. Okay. Ah, sur YouTube, c'est parti. Image perdue sur YouTube. J'espère que ça c'est pas totalement perdu. Mais je crois bien. Bon, je vais juste tenter quelque chose, mais en espérant que ça puisse repartir. Alors, juste une petite seconde. Voilà, j'espère que là, c'est revenu. Sinon, si Nassira peut donner le lien Zoom en urgence. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Zoom, du coup, Zoom, il va peut-être l'emporter. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Pourquoi ils sont sûrs et certains que c'est exactement la même personne qui agit ou qui a commis le meurtre? C'est parce qu'on a exactement le même mode opératoire, le modus operandi. Donc, le même mode opératoire étant une empreinte dans l'action, indique qu'on a affaire à exactement la même personne. Donc, ça, c'est une autre manière de définir le mode opératoire. C'est que c'est notre identité ou c'est l'expression de notre identité dans l'action.
Alors, on ne peut pas parler du mode opératoire identitaire itératif, du MO2I, sans parler de Joël Guyon, qui est l'inventeur, le créateur, qui est ce génie français, oui, ça existe, le génie français, qui a, en réalité, qui a eu 3 coups de génie. 3 coups de génie. Son premier coup de génie, c'est qu'il a réussi à voir ce que personne n'a vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a réussi à voir que tous les éléments qui constituent en réalité le mode opératoire, c'est-à-dire l'excellence d'action d'un être humain, ont déjà été abordés par un certain nombre de disciplines qui s'intéressent notamment à ce qu'on peut appeler la modélisation des processus d'action. Donc, il y a un certain nombre de disciplines qui se sont intéressées à quoi? À comment peut-on modéliser un processus d'action. Donc, on a par exemple la PNL, d'accord, en termes notamment sur la modélisation des automatismes, des habitudes que peuvent prendre les personnes. On a la psychosociologie, on a la pédagogie, on a les neurosciences. Et quand on regarde ces différentes disciplines, chacun s'est intéressé à un élément du mode opératoire, mais personne n'a réussi à voir que tous ces éléments qui sont différents, en réalité, participent de l'action. Et ça, c'est le premier coup de génie de Joël Guyon, qui a réussi à voir qu'en réalité, tous ces éléments participaient de l'excellence d'action. Donc, il n'a pas étudié que les neurosciences. Non, non, cet ouvrage qui est votre mode opératoire, identitaire et itératif, et je dirais la conclusion d'une quinzaine d'années de recherche dans différentes disciplines, dont les neurosciences est une discipline parmi toutes les disciplines dans lesquelles, effectivement, il a recherché ce qui lui est apparu de façon intuitive. Donc, il a d'abord intuitivement perçu quelque chose, et ensuite, par ses recherches dans les différentes disciplines, il est arrivé à proposer un modèle. Et ça, quelque part, même si c'est dans son premier coup de génie, c'est un deuxième coup de génie, un modèle simple à comprendre, mais qui permet de mettre en évidence la cohérence, l'intrication et finalement, je dirais, la participation de différents éléments qui constituent le mode opératoire dans un seul modèle simple à comprendre. Et ça, en soi, c'est un coup de génie. C'est-à-dire être capable de proposer un modèle simple à comprendre, mais extrêmement profond quant à ce qu'il signifie, quant à ce qu'il permet de comprendre, quant à ce qu'il indique. Alors, c'est quoi ce modèle? Alors, Joël Guyon est arrivé à la conclusion que chaque être humain, entre 0 et 16 ans, dans son interaction avec son environnement, dans sa tentative de survivre à ce monde des adultes qui lui impose tout, c'est le petit garçon, c'est la petite fille, s'il y en a ce soir, hein, les petits garçons, là on va essayer de faire résonance avec le petit garçon du passé, la petite fille pour les femmes. C'est le petit garçon, c'est la petite fille qui, dans un monde hostile, ou bien en tout cas contraignant, c'est-à-dire que tout est décidé par les adultes, va construire ce mode opératoire dans son interaction avec son environnement. Et c'est à travers les événements heureux et surtout les événements malheureux vécus entre 0 et 16 ans que va se construire ce mode opératoire. Et c'est ça qui est le plus beau, quelque part, en tous les cas que moi je trouve le plus beau, parce que il permet un chemin qui est mon thème principal. Hein. Mon thème principal dans la vie, c'est comment réconcilier l'humain avec lui-même, avec le monde et avec ce qui est plus grand que nous. Alors pour moi qui ai des convictions spirituelles et religieuses, c'est Dieu, c'est Allah. Pour d'autres, ce sera l'univers. En tous les cas, l'idée, c'est que cet outil, ce modèle, permet, me semble-t-il, une voie de réconciliation possible déjà avec soi-même. Ensuite, avec le monde, et enfin, avec ce qui est plus grand que nous, avec le mystère de ce qui est plus grand que nous.
Et cette beauté, moi, je la vois déjà dans la constitution du mode opératoire. C'est-à-dire dans le fait de dire que c'est à travers, notamment, pas essentiellement, mais je dirais dans de plus grandes proportions, c'est à travers les événements malheureux de souffrance et de douleur que s'est construit ce mode opératoire, cette excellence, ce super pouvoir. Donc, je disais qu'il se construit entre 0 et 16 ans, et là, je passe les détails, pourquoi jusqu'à 16 ans. C'est lié à un certain nombre d'éléments qui sont liés aux neurosciences, qui sont liés à la physiologie, qui sont liés aux hormones, etc. Entre 0 et 16 ans, on va le construire. Et comment il se construit? C'est que face à une situation A, que le A qui est noté contexte, que l'on va appeler dans le mode opératoire le contexte déclencheur, face à une situation A qui n'est pas satisfaisante pour l'enfant, qui est contraignante, qui est un contexte je dirais, qui impulse l'action de l'enfant. Cet enfant va se mettre à agir, c'est-à-dire à dérouler un certain nombre d'opérations, un certain nombre qu'on pourrait appeler des opérations de connaissance incarnée, de cognition incarnée. C'est des opérations de cognition incarnée qui sont au nombre de 5, qui sont ici notées au tableau. Donc, il va les dérouler chronologiquement afin de transformer une réalité A qui n'est pas satisfaisante en une réalité B qui est plus satisfaisante parce que plus alignée avec ses valeurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le contexte et l'objectif déclencheur. Donc, le contexte et l'objectif déclencheur, ça, c'est simple en réalité. Ce sont les deux facettes d'une même médaille. Donc, c'est ce qui va déclencher l'action. C'est ce qui va impulser la mise en œuvre de notre mode opératoire. D'accord? Et le contexte, pourquoi il n'est pas satisfaisant? Parce que, en réalité, on va retrouver dans le contexte ce que l'on ne voit pas du contexte déclencheur. En réalité, ce qui est sous-jacent au contexte déclencheur, ce sont toutes nos contre-valeurs, ce que l'on fuit en permanence. Et ce qu'il y a dans l'objectif déclencheur, ce sont toutes nos valeurs. C'est ce vers quoi nous tendons en permanence. Ce sont les idéaux auxquels nous sommes fidèles. Donc, entre ce contexte et cet objectif, chaque être humain va dérouler, chronologiquement parlant, ces 5 opérations cognitives incarnées. Ces 5 opérations cognitives incarnées, qui sont la collecte d'informations, la mémorisation, l'analyse, la création et la mise en œuvre. Donc, face à une situation donnée, on commence tous par collecter les informations. Toutes les informations à disposition afin de pouvoir transformer cette réalité. Et l'idée du mode opératoire, c'est de dire que chacun, en réalité, et ça c'est avéré par les faits, d'accord? C'est-à-dire par les faits, par le nombre de personnes qui ont pu mettre des mots, qui ont pu identifier leur mode opératoire. Il n'y a pas de personnes qui collectent exactement de la même manière. Là, on est très différents. Il y en a qui se mettent en résonance émotionnelle, il y en a qui observent tout, qui scannent tout, il y en a qui sont dans le détail signifiant, il y en a qui ont besoin d'aller collecter l'information chez des experts. Il y en a qui collectent auditivement et ensuite visuellement. Il y en a, c'est l'inverse, visuellement, ensuite auditivement. Et là, on est très différents. Et donc, l'objectif, quelque part, c'est d'identifier quelle est votre manière à vous singulière de collecter l'information que vous avez besoin. Ensuite, on va faire le tri. C'est la deuxième phase, c'est la phase de mémorisation. Et quelque part, la mémorisation, c'est quelle information on va choisir. Parce que plus pertinente, afin de transformer la réalité qui n'est pas satisfaisante en une réalité qui est plus satisfaisante. Et là aussi, on est très différents parce que dans la mémorisation, il y a 2 phases. Il y a notre manière singulière de prendre des notes et puis il y a notre manière singulière d'encoder l'information et de retrouver, enfin, de structurer un chemin qui nous permet de retrouver l'information importante et, je dirais, l'information pertinente. Et là aussi, on est très différents. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir que, quelque part, la prise de notes, en quoi elle est singulière et en quoi elle est pertinente avec notre mode opératoire. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que Joël répète tout le temps et à juste titre, je pense, c'est qu'on a tous l'impression de ne pas savoir prendre des notes. Et souvent, quand on demande, on fait voir comment tu prends tes notes,
Les gens, ils sont un petit peu honteux, ils ont un peu honte. Ils disent, moi, je ne sais pas prendre des notes, c'est brouillon, il y en a dans tous les sens. Et ça, c'est une manière très négative, quelque part, de percevoir sa façon de prendre des notes, c'est-à-dire sa façon de mémoriser, hein, parce que la prise de notes sert à renforcer la mémoire. Et l'idée, justement, le propos du mode opératoire, c'est d'essayer de voir en quoi c'est pertinent quant à notre mode opératoire singulier. Donc, d'arrêter d'avoir des jugements de valeur qui n'ont quelque part aucune valeur, mais d'essayer de comprendre quelle est notre manière unique de, là en l'occurrence, de prendre des notes, et en quoi cette manière unique de prendre des notes est, je dirais, pertinente quant à notre mode opératoire. Et là, je voudrais donner un exemple, parce que Joël, il a eu l'occasion de voir des milliers de personnes passer devant lui. Et là, c'est un exemple qu'il a partagé avec moi. Une fois, il y avait une personne qui est venue avec ses parents. Alors, effectivement, quand les personnes sont plus jeunes, c'est-à-dire entre 16 et 20 ans, il n'y a pas forcément l'obligation de faire un atelier. Et la personne peut venir au moins avec un des deux parents. Et il y avait une problématique parce que ce jeune, en fait, il n'avait que des mauvaises notes à l'école. Et quand Joël a identifié son mode opératoire, il s'avérait qu'en réalité, sa façon unique et naturelle de prendre des notes n'était pas du tout, entre guillemets, académique. C'est-à-dire, ce n'était pas une manière attendue par les professeurs et enseignée par les professeurs. Et identifiant sa manière à lui naturelle de prendre des notes, Joël lui demande maintenant, lui demande de faire la chose suivante, une prescription de tâches. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre des notes de telle manière, c'est-à-dire à la manière dont on a identifié, qui est à la manière naturelle de prendre des notes. Et l'enfant, en quelques mois, il est passé de 7 de moyenne à 16 de moyenne. De 7 de moyenne à 16 de moyenne. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on rentre dans le détail de son mode opératoire, donc dans notre manière unique de fonctionner, de l'identifier et de comprendre en quoi c'est pertinent. Et surtout s'interdire d'avoir des jugements dessus. Parce que le jugement n'a aucune valeur. Et quand on en prend conscience et que quelque part on se libère de non, en fait, pour prendre des notes, il faut faire comme ceci, ça doit être, voilà, il doit d'abord avoir un titre, ensuite un sous-titre, etc. Ou bien, en réalité, on a les mêmes travers avec ceux qui veulent nous forcer à faire du mind mapping à la méthode de Buzan. Et là, il y a aussi un piège, c'est essayer de différencier le principe du mind map et la manière singulière je dirais de tous les codes, de toutes les règles qu'il faut absolument respecter pour réaliser un mind map selon la méthode de Buzan. Et là aussi, il y a pour moi un travers. L'idée, c'est de voir comment moi je prends des notes de façon naturelle. Il y en a, c'est du mind map, mais ce n'est pas du mind map à la Tony Buzan. C'est du mind map personnalisé, exactement. Et bien exactement. Parce que je n'ai jamais réussi à faire le mind map, et bonne nouvelle, essayez pas de le faire. Ouais. Moi, je connais plein de personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire que peut-être effectivement, certains, dans leur prise de notes, ils ont une prise de notes par arborescence, qui peut ressembler à du mind map, mais en réalité, qui doivent essayer de comprendre en quoi leur propre mind map quelle est leur propre manière de faire du mind map et en quoi c'est pertinent avec leur mode opératoire. Et il y en a pour qui ce n'est pas du tout comme ça, qui prennent des notes de façon naturelle et ce n'est pas du tout comme ça qu'ils sont pertinents dans leur prise de notes. Exactement. Donc voilà, tous ceux qui ont fait du mind map personnalisé, ça veut dire que quelque part, soit ils ont passé leur excellence, ils ont compris que quelque part, c'est dans la singularité de notre manière de prendre des notes que l'on est pertinent, ou soit quelque part, intuitivement, ils ont réussi à faire ça sans découvrir forcément le mode opératoire, mais s'ils le découvrent un jour, ils verront que c'est extrêmement pertinent avec leur mode opératoire. Donc, il faut toujours faire une différence entre des principes, d'accord ? Et puis, vous savez, le dogme, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Peut-être ce soir, c'est ça la plus grande leçon. Faire attention entre les principes, qui peuvent être très intéressants, d'accord, qui sont avérés, hein, même d'un point de vue scientifique, et puis des règles qui seraient plutôt dogmatiques. Vous voyez, si vous n'appliquez pas telle règle, vous ne faites pas du mind map. Ce n'est pas grave en réalité. L'essentiel, c'est est-ce que dans la prise de notes, j'arrive à mémoriser les choses et ma prise de notes est pertinente pour moi, dans mon mode opératoire.
Méthode d'Iqra, atelier pratique à venir pour aider à la prise de notes. Oui, bah, pourquoi pas. Donc ça, c'est la deuxième phase, hein, la phase de mémorisation. Et là aussi, on est très unique, on est très singulier. Ensuite, il y a la phase d'analyse. La phase d'analyse, c'est quand on comprend tout d'un coup, hein, c'est l'effet Eureka. Tout d'un coup, bah, on a une intuition, d'accord. Et là, quelque part, il faut qu'il y ait un lâcher-prise entre quoi il faut qu'il y ait un lâcher-prise de la conscience. Vous savez que notre cerveau, il fonctionne à deux vitesses. Une vitesse consciente, donc là, c'est 4, 5 mots, 7 mots au maximum par seconde. Et il y a une vitesse inconsciente, mais là, quand on parle d'inconscient dans le mode opératoire, hein, ce n'est pas l'inconscient psychologique, ce n'est pas l'inconscient psychanalytique, c'est l'inconscient, je dirais, c'est l'inconscient cognitif. Voilà. C'est l'inconscient cognitif. Donc, on a dit le conscient, hein, 4 jusqu'à 7 mots maximum par seconde, alors que l'inconscient cognitif, bon, c'est 100 millions de milliards d'opérations à la seconde. 100 millions de milliards d'opérations à la seconde. Donc déjà, le chiffre nous dépasse complètement. Donc, ça veut dire qu'on a un moteur extrêmement puissant, hein, qui est notre inconscient cognitif, que certains nomment le subconscient. Voilà, que certains nomment le subconscient. D'accord. Peu importe la nomination, l'essentiel, c'est que l'on sache de quoi nous parlons. Donc, notre analyse, en fait, c'est notre inconscient cognitif qui l'a fait. C'est-à-dire, comment il a fait? En réalité, par des liens. Donc là, il y a un côté arborescent dans l'analyse. Et même là, cette arborescence, elle est très singulière pour chacun. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation les différentes informations que l'on vient de collecter et de mémoriser. Et on va aussi revisiter notre bibliothèque personnelle d'expérience de vie. Hein, parce que toute personne qui est vivante, elle a une expérience de vie. Donc, du coup, dans l'analyse, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on met en lien les différentes informations que l'on vient de collecter eu égard à la situation de départ. D'accord. On essaie de voir en quoi, mis ensemble, ils font sens. On relie notre bibliothèque personnelle d'expérience de vie. D'accord. Donc là, il y a un côté analogique, hein, qui est procédé. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On comprend. Et je dirais cette révélation ou cet effet Eureka qui se passe toujours, je dirais, de façon fulgurante. Ouais, il y a l'idée de fulgurance et de rapidité dans ce moment, moi, que j'appelle un moment de synergie entre l'inconscient cognitif, hein, qui lui tourne à 100 millions de milliards d'opérations à la seconde, et le conscient. Et du coup, ça y est, j'ai compris ce qui se passe. Je comprends exactement la situation. Et comprenant la situation, je peux, hein, ça va être la compréhension de la situation de départ que je veux transformer va être une source d'inspiration. D'accord? Pourquoi? Pour la solution que je vais créer par la suite. Donc ça, c'est la phase d'analyse. Et là aussi, on est extrêmement différent. Extrêmement différent. Mais en réalité, pour en prendre conscience, il faut vivre un atelier. Il faut découvrir tout simplement son excellence. Ensuite, il y a la phase de création. Donc là, c'est là où on va créer une solution. Et là aussi, on est très différent par rapport à ça. D'accord? Il y en a qui font des scénarios, il y en a qui font des plans d'action, il y en a qui font des plans de planification, il y en a qui créent des concepts, il y en a qui… là, c'est aussi… moi, depuis le temps que j'assiste soit des ateliers ou soit que je fais des ateliers et qu'on arrive à identifier les modes opératoires de chacun, je n'ai pas encore trouvé de personnes qui créent exactement la même chose. Ouais. Bon, il se peut qu'on ait des gens qui soient plutôt dans la planification, ouais, en tant que je dirais, qu'apport au monde, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment très, très bien planifier. Ouais, c'est même leur super pouvoir. Par contre, quand on va dans le détail, on se rend compte qu'ils planifient de façon très différente. Donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, nous, on appelle ça du cousinage. Est-ce que ça cousine ou pas? Donc, oui, il peut y avoir du cousinage, mais en réalité, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que même dans cette création, même si ça cousine, c'est-à-dire qu'il y a du cousinage, dans les faits, dans le détail, ils sont très différents. Et enfin, on va mettre en œuvre ensuite la solution créée. Ensuite, donc la 5e phase, on va mettre en œuvre la solution créée. Et là aussi, on est très différents. Il y en a qu'il faut absolument qu'ils incarnent la solution qu'ils viennent de créer. Il y en a, ils peuvent la déléguer, ça ne les intéresse plus. Une fois qu'ils ont créé la solution, ça ne les intéresse plus de faire. Il y en a qui sont un petit peu entre les deux. Donc, il y en a qui vont orchestrer, il y en a qui vont faire de la pédagogie, il y en a qui vont faire de la communication, il y en a qui vont faire de la mise en scène. Il y en a… Là, on est très différents aussi. Et là, jusqu'à maintenant, je n'avais pas vu deux qui se ressemblent.
Donc, c'est ça le coup le premier coup de génie de Joël. C'est qu'en réalité, la collecte d'informations, ça, il y a un certain nombre de disciplines qui se sont intéressées qu'à cela. La mémorisation, il y a un certain nombre de disciplines qui se sont intéressées qu'au processus de mémorisation. L'analyse, on pourrait dire même, je dirais l'analyse, c'est une forme de créativité, mais révélationnelle, d'accord. Là aussi, il y a des disciplines qui se sont intéressées qu'à l'analyse. La création, la créativité, oui, on a un certain nombre de disciplines qui se sont intéressées à la créativité. La mise en œuvre aussi. Par contre, il n'y a personne avant Joël qui a réussi à voir qu'en réalité, ces différentes, je dirais, ces différents éléments, en réalité, étaient intriqués et se déroulaient chronologiquement, d'accord, pour former, pour structurer, en réalité, l'agir. Et c'est tout ça une action. Une action, en réalité, c'est quoi? Selon la définition de Joël Guyon, c'est le déroulé chronologique des 5 opérations cognitives incarnées qui sont la collecte, la mémorisation, l'analyse, la création et la mise en œuvre, d'accord? Dans le but de quoi? De transformer une réalité qu'on appelle un contexte déclencheur en une autre réalité qui s'appelle l'objectif déclencheur. C'est ça le mode opératoire. Ah oui, je ne vois pas forcément les questions, donc tu fais bien d'essayer d'y répondre. Est-ce qu'il existe un lien entre les 5 gestes mentaux d'Antoine? Forcément, il y a des liens, d'accord? Il y a des liens, mais c'est pas ça le propos, hein. D'accord? C'est pas ça le propos. Alors, bien sûr, vous trouverez toujours des liens, hein. D'ailleurs, le numéro 1 aujourd'hui mondial de la PNL, qui est de Robert Dills, a rencontré Joël Guyon. Il a vraiment été fasciné par ce qu'a apporté Joël Guyon. Effectivement, il a dit que Joël Guyon, il a comblé un vide. Il y a quelque chose là que Joël Guyon a vu et que personne n'a vu avant lui. C'est-à-dire l'intrication et le déroulé de toutes ces phases-là, comme étant constituantes, comme étant les phases constituantes du mode opératoire ou de l'excellence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que là, on a assez bien déroulé le propos. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'ai encore un slide. Ah oui, alors ce mode opératoire aussi peut être considéré comme étant le plus puissant de nos talents. Alors, peut-être là, effectivement, donner un élément de différenciation avec la notion du talent. Le mode opératoire, c'est ce qu'on vient de définir, hein. Mode opératoire identitaire et itératif, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, il est identitaire, pourquoi? Parce qu'il s'est construit entre 0 et 16 ans à travers l'interaction avec l'environnement, et ça, c'est unique. D'accord? Et itératif, pourquoi? Parce qu'il tourne en boucle. À chaque fois que vous êtes dans une situation d'un contexte déclencheur, il va se mettre en route de façon inconsciente. Alors, le contexte déclencheur, c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez pas ne pas agir. Vous trouvez une envie irrésistible de vous mettre en action. Alors, est-ce que découvrir son excellence facilite l'entrepreneuriat? Bien sûr. C'est même pas qu'il le facilite. J'ai envie de dire quelque part, peut-être que c'est même une condition sine qua non pour que l'entrepreneuriat puisse être envisagé de façon plus pertinente et efficiente. Parce que ensuite, il y a juste à calquer, une fois qu'on connaît son excellence, il y a juste à calquer le projet entrepreneuriat sur notre excellence. Et là, j'ai envie de dire, c'est bingo. Vous pourrez œuvrer toute votre vie dans le plaisir et dans l'aisance financière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront prêts à vous payer pour ce que vous apportez au monde à travers votre mode opératoire. Et le mode opératoire, pourquoi on l'a construit? Parce qu'il y a un côté addictif au plaisir. C'est-à-dire c'est par la répétition, vu que le mode opératoire, c'est un méta-automatisme, d'accord, qui s'est construit entre 0 et 16 ans, et c'est par sa répétition. Et l'enfant, en fait, il répétait quelque chose qui lui procurait du plaisir. Donc, il y a la notion de plaisir. Quelque part, le mode opératoire, son propos, c'est comment conjuguer le plaisir dans l'action et la performance opérationnelle. Je pourrais peut-être le dire comme ça. Comment conjuguer le plaisir dans l'action et quoi? La performance opérationnelle. Œuvrer dans le plaisir et dans l'aisance financière. Alors, tac, tac. Alors, est-ce qu'on peut avoir une excellence qui n'est pas en adéquation avec l'entrepreneuriat? Par exemple, on a besoin des autres pour travailler. Non, mais ça, enfin, l'interdépendance, c'est un principe tout court. On ne peut rien réaliser tout seul.
Mais ça, ce n'est pas en contradiction avec la notion d'entrepreneuriat. Donc là, si vous faites référence à cette notion d'interdépendance, l'interdépendance est une condition sine qua non à la réussite de tout et n'importe quoi. D'accord? Mais ce n'est pas en contradiction avec un projet entrepreneurial. Alors, pourquoi faire la formation avec vous plutôt que Joël? J'hésite. Il me semble que vous proposez une approche plus sur le terrain. Vous avez mis le doigt dessus. Hein. Joël a une approche très opérationnelle du mode opératoire, et c'est normal, hein, parce que c'est la jeunesse du mode opératoire. Il veut aider les gens à se projeter dans comment on pourrait dire ça, dans une carrière professionnelle qui soit alignée avec ce qu'est réellement la personne, d'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'identité de l'action. Alors que moi, je propose en fait une identification du mode opératoire où je fais la synthèse entre, je dirais, la version opérationnelle de Joël et puis une version vocationnelle et spirituelle. Ensuite, peut-être le deuxième élément différenciant, et ensuite on va passer au témoignage. On va faire témoigner des personnes qui l'ont passé, comme ça va aller plus vite. Peut-être le deuxième élément différenciant, c'est que dans mon excellence, j'arrive à faire le lien entre le prénom, qui quand même est une composante importante de l'identité de la personne, d'accord, et le mode opératoire. C'est-à-dire qu'on touche, faisant le lien entre le mode opératoire et le prénom de la personne, on n'a plus de doute sur quoi? Sur le fait qu'effectivement, il y a un côté identitaire à cette excellence ou ce mode opératoire. Chose que fait aucun autre guide tisserand. C'est-à-dire le lien entre le prénom. Alors pourquoi le prénom particulièrement et non pas le nom de famille? Parce que le nom de famille, en fait, les noms de famille sont tous conventionnels. Les prénoms, ils ne sont pas conventionnels et ils ne sont pas choisis par nous. On ne choisit pas son prénom. D'accord? Et en général, quand on pose la question à nos parents pourquoi ils ont choisi le prénom, ils donnent des réponses qui sont juste de la mentalisation, mais qui sont pas une vraie réponse. C'est que le prénom il vient comme ça. Donc, il vient de façon très intuitive. Alors, pour ma part, je pars du postulat que c'est une inspiration divine. Parce que si le nom correspond au mode opératoire et que le mode opératoire correspond à la mission de vie, il me semble évident que voilà, le mystère qui est plus grand que nous, le divin pour nous, inspire aux parents le prénom qui correspond. Et je n'ai pas encore trouvé un seul mode opératoire qui ne correspond pas au prénom des personnes, hein, depuis le temps qu'on le fait. Alors, bon, là, il y a plein de choses. Est-ce que l'étape de création se fait pendant le stage? Non, en fait, il y a 3 étapes. Il y a l'identification de son excellence ou de son mode opératoire. Il y a ensuite, on propose par la suite un entretien de genèse. Ça veut dire quoi un entretien de genèse? C'est un entretien dans lequel justement on va dépoussiérer les dossiers, notamment les dossiers de souffrance entre 0 et 16 ans, avec un travail sur les valeurs, sur les contre-valeurs, enfin, un certain nombre d'éléments pour voir pourquoi on a construit ce mode opératoire. Et ensuite, étant muni de ces 2 éléments-là, après le deuxième n'est pas obligatoire, il y en a qui ne trouvent pas le besoin de le faire, ils ont raison d'ailleurs, on peut définir une offre de service calquée sur le mode opératoire. Donc c'est peut-être en 3 étapes, 2 ou 3 étapes. Voilà. En 2 ou 3 étapes. Alors, ok. Ah oui, donc je vais répondre peut-être à la dernière question là, puis après je répondrai peut-être à toutes les questions qui ont été posées par, peut-être à travers une vidéo, d'accord? À travers une vidéo. Ce serait bien, c'est vrai que tu fasses un copier-coller de toutes les questions, j'ai peur qu'on les perde. Oui, peut-être juste avant de passer au témoignage. Machallah, on a 4 personnes qui se sont portées volontaires pour pouvoir témoigner ce soir. Le mode opératoire, c'est le pattern, c'est-à-dire c'est la manière singulière d'enchaîner toutes ces étapes. D'accord? Le talent, c'est l'expression, d'accord, du mode opératoire dans un domaine précis. En réalité, on peut avoir autant de talent que de domaines qui nous passionnent, mais on a un seul mode opératoire, c'est-à-dire une seule manière de quoi d'enchaîner, de dérouler toutes ces phases de la collecte jusqu'à la mise en œuvre. J'espère que j'ai répondu à la question sur la notion du talent. D'accord? Donc, le talent, je le définis comme étant l'expression du mode opératoire dans un domaine très précis. D'accord? Alors que le mode opératoire, c'est le déroulé singulier. C'est la manière. Donc, le mode opératoire, c'est quoi? C'est les modalités du déroulé chronologique de ces 5 phases. Quelque part, c'est Léonard de Vinci. Hein. Léonard de Vinci, il a réussi…
Je ne sais pas comment d'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment il a réussi. En tous les cas, il a exprimé bien son mode opératoire dans plein de domaines qui sont vraiment très différents, dans la physique, dans l'ingénierie, dans l'art, dans la musique. Ouais. Donc, on a bien l'expression d'un seul mode opératoire. Si on creuse, en réalité, on verra qu'il faisait tout le temps de la même manière. Et par contre, ça a donné plein de talents différents dans des domaines qui sont différents.